Monsieur le maire, mon cher ami Régis, merci de cet accueil dans cette belle salle municipale des pompiers qui nous réunit pour la deuxième fois en peu de temps. Il y a 2 mois de cela, nous étions déjà réunis pour ce que j'avais appelé à l'époque des réunions cantonales. Il est vrai que cette campagne électorale a été une campagne, pour moi, de longue durée. Ça a été une campagne d'endurance. Je m'étais fixé cet objectif parce que la nouveauté de cette deuxième circonscription l'imposait. Il était difficile dans mon esprit, et c'était un pari que je m'étais lancé il y a maintenant 3 ans, de considérer cette deuxième circonscription et d'éliminer le plus possible les aléas qui font qu'une élection n'est jamais gagnée jusqu'au bout, mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de sortant rend l'exercice encore plus difficile. Quand il y a un sortant, soit il a bien travaillé et on a tendance à le porter à nouveau, soit il est contesté et la contestation permet de taper et de se mettre en mouvement. Là, il n'y a pas de sortant, il fallait recomposer un territoire qui comportait 3 morceaux dans cette circonscription, un morceau de la 5e, un morceau de la 6e, dans laquelle nous sommes, où Lionel Lucas était et est toujours le député, jusqu'à dimanche soir, et Louis est toujours la députée suppléante, et je tiens au passage à la remercier. À la remercier de sa présence ce soir parmi nous, qui témoigne de son soutien plein et entier. Je veux la féliciter pour tout le travail qu'elle a fait sur 2 mandats successifs auprès de Lionel Lucas, et de cette discussion qui nous a amenés à considérer qu'il était légitime qu'elle laisse sa place pour que nous puissions gagner la circonscription face à toute la complexité de celle-ci et au résultat du scrutin des élections présidentielles. Merci à vous. Je voudrais remercier l'ancien maire, Jean-Baptiste Session, Pierre Marchou, d'être là aussi pour nous soutenir, aux côtés de Pierre Giroux, qui est né en Savary-Soir, où nous étions, ma chère Danielle, il y a peu de temps, vous nous avez reçu dans son magnifique village. Là aussi, vous savez qu'on arrive ce soir, je crois, à la 90e réunion depuis que la campagne est lancée, c'est-à-dire des réunions publiques successives qui nous ont amenés à additionner les électeurs les uns après les autres et à faire passer un certain nombre de messages pour essayer de convaincre, de dire les choses. Merci à mon ami André Bast, dont il me disait tout à l'heure que ses attaches d'Ansois je le ramenais à 1968, de là qu'il voulait laisser un peu de révolutionnaire sur France. On a les barrés, ils sont bien télé, et je pense que merci à toutes et à tous, vraiment, que vous êtes mobilisés. Je sais combien pour vous, la campagne fut longue, parce qu'il n'y a pas eu que la campagne législative, il y a eu la campagne des élections présidentielles. Cette campagne des élections présidentielles a mobilisé, d'ailleurs dans une tourmente médiatique qui chaque jour faisait que nos candidats nous apportaient un élément de réflexion supplémentaire, une campagne que j'ai jugée active mais décousue, sans vraiment de réel programme, une campagne qui fait partie du monde, un mouvement dans lequel nous sommes, un mouvement qui est un mouvement qui s'accélère par l'économie du numérique, qui s'accélère par les échanges d'informations que sont les nôtres, qui s'accélère tout simplement parce que nous sommes dans une crise mondiale qu'il faut pouvoir et savoir considérer. Alors, je reviens 2 secondes sur cette circonscription pour vous dire que, après l'avoir parcouru pendant 3 ans, après avoir fait un choix de dire à Daniel Subiana que je veux remercier de m'avoir accepté cette mission d'être ma suppléante. Là aussi, ça n'a pas été facile et c'était pas simple pour elle. Je l'ai dit, Régis, tout de suite, et d'entrée de jeu, dès le mois de juillet 2009, le maire de Grasse m'a apporté son soutien.
s'en est suivi les soutiens de 54 maires et des 8 conseillers généraux sur les 10. Je veux dire que sans ces soutiens de dépenses, je n'aurais pas pu construire les réseaux qui existent désormais et qui ont fait que chaque fois que je me suis rendu dans une réunion publique et dans les communes les plus éloignées, je ne parle pas de ce morceau de la 5e que j'ai travaillé depuis 1997 avec ces Estrosi, mais de ces nouveaux territoires, avec Coursejoule, avec Saint-Auban, dans ces secteurs de ces très belles communes les plus éloignées, eh bien, où nous y avons retrouvé à chaque fois des amis, nous y avons retrouvé à chaque fois des contacts, comme ici ce soir avant, et je veux remercier tous ceux, toutes celles et tous ceux qui, autour de Laurence, qui pilotent ma permanence avant, avec Annie, se sont regroupés. Alors je ne vais pas les citer individuellement, mais je leur promets que nous nous retrouverons à un moment pour que je puisse les remercier de vive voix et individuellement, parce qu'ils se sont bien mobilisés pour faire en sorte que la campagne puisse être une réalité de terrain, avec la diffusion de tracts, avec la diffusion d'informations, la diffusion d'affiches, que nous avons voulu prendre. Vous aurez remarqué que des affiches, nous n'avons fait que des affiches sur les panneaux officiels. Quelques affiches ont atterri sur des affiches à des endroits stratégiques où d'autres affiches avaient été là pour la campagne présidentielle, mais surtout, nous avons affiché là où c'était autorisé. On ne peut pas revendiquer, comme je le fais, être un défenseur de l'environnement et laisser partir les affiches dans la nature, dans tous les sens du terme. Vraiment une campagne qui a été une campagne de terrain avec une belle ramification sur le territoire. Soyez-en tous remerciés. Ça fait partie de cette capacité à essayer de rassembler ces 3 morceaux de circonscription. Je me suis arrêté à Genève-Lucas. Il faut rajouter le morceau de circonscription de Michel Tabarot, qui n'est pas des moindres, puisqu'il compte le canton de Saint-Vallier-de-Thiers avec plus de 22 000 habitants, et le canton de Grasse-Neuf, qui lui aussi fait plus de 24 000 habitants, plus le canton de Coursejoule. Vous voyez que l'exercice a été difficile. Et de faire comprendre à chacun de nous, implanté dans le territoire, qu'il n'y avait pas que nous dans cette circonscription. Quand je parlais à mes gens à Puget-Théniers, ils avaient l'impression qu'il n'y avait que Puget-Théniers et les cantons d'environnement qui existaient. Non, quand il y a Carrosse, 15 000 habitants, la commune de Carrosse. Si on rajoute Gatière-le-Brun, on arrive à 20 000 habitants là aussi. On voit qu'il y a des réalités de terrain, Vence, le canton de Vence, c'est 25 000 habitants. Là aussi, il y a un poids structurant. Comment arriver à tenir cet équilibre? C'est l'exercice auquel je me suis livré avec votre aide pour beaucoup d'entre vous. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y suis à peu près arrivé. Et dans cette campagne, je suis certainement l'un des plus forts dénominateurs communs qui doit nous permettre de gagner. Et de faire gagner ce camp de la droite libérale, avec toutes les composantes de l'UMP, de la droite du Nouveau Centre, avec Daniel Subiana, qui est associé en étant la suppléante, et qui fait que nous sommes inquiets au lendemain de l'élection présidentielle de voir le nouveau président de la République avec son programme. Alors, on rentre là dans le vif du sujet politique. Le programme de François Hollande a été un programme de campagne, où l'on dit des choses qui, quelquefois, ne pourront pas être tenues. Et aujourd'hui, on voit que commencent à émerger les difficultés. De la crise, on n'en a pas parlé. De cette crise qui, dès 2008, avait conduit le gouvernement Fillon à apporter, cher Alain Rigaud, qui est le président départemental de la Caisse du Crédit Agricole, ou Pierre Candidat, qui est le président de la Caisse locale de Vence, vous savez combien nous avons eu de discussions sur ce sujet-là, quand le gouvernement en janvier 2008, considérant que la faillite de Lehman Brothers déstabilisait le monde bancaire,
que la crise des subprimes qui nous était importée depuis les États-Unis avec une bulle spéculative venait déstabiliser le monde de la finance, y compris les banques fondamentales, la Deutsche Bank et d'autres. Il faut que l'Europe retrouve une stabilité. Le gouvernement Fillon n'a pas hésité un seul instant, malgré toutes les critiques du moment, à apporter le volume financier, dont les banques d'ailleurs ont assuré un total remboursement, capital plus intérêt, dès le mois de novembre 2008. Et je suis de ceux qui disent que ce type de mesure a contribué à faire que la France a moins souffert que les autres pays de notre crise économique, qui pourtant a continué à exister. Une crise économique qui est arrivée dès 2009. Le gouvernement Fillon, que fait-il en 2009? Il lance cette capacité de relancer l'économie par le grand emprunt, avec des financements qui sont apportés à nos collectivités. Au Conseil général, je peux vous dire que le Conseil général des Alpes-Maritimes, en 2009, a fait un programme annulaire pareil. Les communes qui sont adossées. C'est grâce à ce programme de relance que nous avons achevé, avec une vitesse accélérée et en grande partie, la 6210 dans le Nord, qui était en panne depuis plus de 20 ans, 25 ans. Il y a donc eu des injections d'argent dans notre économie qui ont fait que les entreprises de travaux publics, les entreprises au sens large du terme, s'y sont retrouvées avec une relance de l'économie. Alors, la campagne a occulté tout cela et je pense que ces exemples que je pourrais multiplier ne sont que des exemples les plus significatifs pour vous dire que si le gouvernement Fillon, si le président de la République n'avait pas engagé des réformes à la vitesse où il les a engagées, avec autant de vigueur, avec autant de force, ce qui a bien fait critiquer, et on disait candidat omniprésent, candidat omniprésent sur la scène politique, il a hérité les gens, il a hérité son monde, on lui a reproché de ne pas avoir tenu promesse sur tout ce qu'il avait promis en 2007 pendant la campagne, mais comment le pouvait-il? En 2007, nous n'étions pas en crise, tout allait à peu près bien, et il a été obligé, comme tu le disais tout à l'heure, d'affronter la crise la pire que nous ayons connue depuis 1929. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes qui nous l'écrivent aujourd'hui, et une crise dont on n'est pas sorti. Et le gouvernement d'aujourd'hui, par la bouche de M. de Montebourg, chaque fois je lui mets un peu, je ne sais pas pourquoi, c'est M. Arnaud Montebourg, nous dit on ne pourra pas tenir nos promesses de campagne électorale pour l'industrie, pour l'entreprise, pour la relance, tout simplement parce que nous sommes en crise et il y a une grosse crise économique. Il le découvre. Et moi, je suis heureux qu'il l'annonce. Je suis heureux qu'il l'annonce parce que je suis inquiet sur un programme. Et je me dis que s'il a bonne conscience, c'est bien de la France. Parce que c'est bien dans l'intérêt de la France qu'il faut agir. Aujourd'hui, les Français se sont exprimés, ils ont voté, on a élu le président de la République, M. Hérault, le Premier ministre de ce gouvernement. Ce que je souhaite, c'est être à l'Assemblée nationale pour faire partie de ceux qui essaient de corriger la politique nationale qui ne nous convient pas en exprimant tous les dangers de ce qui avait été annoncé pendant la campagne électorale du président de la République et qui sont autant de pièges. Quand je vois la dette se creuser chaque jour un peu plus, quand on nous annonce l'embauche de 65 000 fonctionnaires aujourd'hui, alors que nous n'avons pas les moyens de nous payer ces fonctionnaires. Je me dis, c'est bien d'avoir des fonctionnaires, mais c'est mieux d'essayer de faire en sorte ce que nous avons essayé de faire avec le gouvernement précédent, de dire, c'est pas le nombre de fonctionnaires qui compte, c'est la relativité du rapport du fonctionnaire par rapport à l'efficacité dans notre économie. C'est ça qui compte. On a aujourd'hui des statistiques qui sont données. Quand en France, on met 100 € d'investissement dans la fonction publique, on a un retour de 115 €.
Quand la moyenne européenne nous dit on met 100 €, le retour des pays européens est à 160 €. Le pays sur lequel il y a le plus fort retour est l'Angleterre à 190 €. Donc on voit que nous avons besoin aujourd'hui pas forcément de rendre nos fonctionnaires plus performants, c'est pas ce que je veux dire. Je ne m'en prends pas à la qualité de nos fonctionnaires, je m'en prends aux directives et ce que nous demandons à nos fonctionnaires de faire. Je le dis souvent, si c'est pour avoir des fonctionnaires qui remplissent des statistiques, qui font des dossiers, que ces dossiers ne servent à personne, ne soient jamais lus, finissent dans des cartons, que ces cartons finissent aux archives, ça ne sert à rien. Il nous faut vraiment de l'efficacité sur ce plan-là. Alors, 65 000 fonctionnaires, oui, s'ils servent à personne, mais non si on ne peut pas se les payer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au gouvernement précédent. Nous aurions bien aimé avoir plus de gendarmes, nous aurions bien aimé avoir plus de police, mais encore fallait-il avoir capacité financière pour se payer tous ces gens-là. Et la crise économique dans laquelle nous sommes a fait que depuis 30 ans, nous sommes en déficit budgétaire, que le gouvernement a essayé de réduire ce déficit budgétaire, de maîtriser nos dépenses sans augmenter trop fortement la charge fiscale, parce que la dette annuelle est de 50 milliards d'euros aujourd'hui. Donc nous en sommes à un point où il faut cesser de dépenser. Parce que quand les agences de notation en 2009, d'ailleurs pour moi ça a été une grande surprise, je ne les connaissais pas avant, elles n'existaient pas. Elles sont arrivées sur le marché, elles ont commencé à montrer la Grèce du doigt, en disant la Grèce, vous êtes dans un petit état. Et puis après ça a été le cas de l'Irlande, puis le cas de l'Italie. Au passage, elles ont dit à la France, bon, vous allez être dégradé dans peu de temps, et puis elles ont fini par se payer des freins. Et c'est vrai que la politique de déficit public et de déficit budgétaire de l'ensemble des pays européens me pose un problème. On n'a pas le droit de dépenser plus que ce que nous n'avons en poche. C'est une simple réalité, et cela, on n'arrive pas à y mettre fin. Ce n'est pas en embauchant des fonctionnaires de plus, ce n'est pas en revenant sur la retraite à 60 ans, régime de retraite par répartition, sur lequel le maire s'est exprimé tout à l'heure, et qui est souhaité par 80% des Français. Nous ne voulons pas de régime par capitalisation. Eh bien, nous allons revenir à une retraite à 60 ans, là aussi. Les promesses ne seront pas tenues, puisqu'au départ, c'était le retour à des retraites à 60 ans. Aujourd'hui, on ne parle plus tout à fait de retraite à 60 ans. On a dit ceux qui ont commencé à travailler à l'âge de 18 ans pourront prendre la retraite de 60 ans. Et puis, on a une dernière version. D'ailleurs, je ne suis peut-être pas au courant de la dernière des versions, parce qu'il faudra voir ce qui sera porté comme décision finale, mais qui est de dire ceux qui ont commencé à travailler très tôt et qui ont 41 annuités pourront partir en la retraite à 60 ans. Vous voyez que l'évolution, elle est quand même notable. Et là, encore, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas d'accord, moi je suis d'accord pour essayer de rendre les choses convenables et raisonnables. De dire que si on dépense plus pour se payer ces dépenses supplémentaires, il faut augmenter les impôts, je suis contre. On ne peut pas revenir, comme l'a proposé le président de la République, sur l'allègement qui avait été fait des droits de transmission, sur les droits d'héritage. C'est fondamental que de laisser les familles, les gens qui ont acquis un bien avec de l'argent pour lequel ils ont déjà payé l'impôt une première fois, pouvoir transmettre ce bien à leurs enfants sans qu'ils aient à payer à nouveau une prime importante à l'État. Donc ce retour sur cette taxation ne me paraît pas bien. Tout comme il ne me paraît pas convenable de monter encore les tranches d'imposition sur le plan de l'IRPP, parce que autant on a besoin de libérer l'économie et de redonner du pouvoir d'achat, autant il ne faut pas mettre une pression fiscale supplémentaire sur des gens qui en ont assez de payer. Et que dire de l'entreprise et de toutes les entreprises, les artisans, les commerçants. Moi, je voudrais participer à la Chambre des députés pour réoxygéner notre économie, pour permettre aux entreprises de mieux employer, de plus employer. Et pour cela, il faut arrêter là aussi de les écraser de charges sociales. D'ailleurs, sur ce sujet,
je fais une petite proposition qui j'espère fera son chemin, qui est de dire qu'il ne faut plus que les charges sociales, que ce soit les charges salariales ou les charges patronales, pèsent sur le système de production. Il faut que cela provienne de l'impôt général, du système général, de la fiscalité générale. Et là, à ce moment-là, on pénalisera beaucoup moins notre système de production, ce qui rendra nos entreprises plus productives, ce qui les rendra beaucoup plus compétitives. Nous parlons beaucoup de la compétitivité des entreprises. Il faut s'engager à fond pour la compétitivité des entreprises et il ne me semble pas que nous prenions ce chemin-là aujourd'hui. En tout cas, dans nos déclarations, on inquiète sur le plan de la justice, Mme Taubira, qui nous dit, alors qu'on voit notre insécurité grandissante un peu partout, alors qu'on voit des actes de malveillance. Je citais l'autre jour en réunion publique ce qui est arrivé, qui est arrivé à son épouse, donc ça tombe bien que ce soit notre ami Jacques Giroux soit là, son épouse a subi un carjacking en permis. Donc, c'est le type d'exaction qu'il y a de plus en plus. J'étais avec Jean Messaoud à Carrosse, quand il y a eu une attaque, un braquage en main armée sur un salon de coiffure. Je trouve que ces choses-là se multiplient. Je trouve que l'incivisme grandit. Ce n'est pas en supprimant de façon délibérée, sans avoir eu le moindre résultat sur l'exécution, sur les tribunaux correctionnels pour mineurs récidivistes, que l'on va régler le problème. Madame Taubira, qui est par ailleurs a été parlementaire et s'est exprimée avec des propos d'une rare violence contre les peines planchées, contre la loi sur les récidivistes, la loi sur la sécurité intérieure, en nous traitant d'extrémistes, et qui arrive en étant ministre de la Justice et qui d'un coup lâche ces principes-là, qui va arranger les choses. J'ai l'impression qu'on passe sur un gouvernement qui va à nouveau laisser les choses filer avec du laxisme quand ce n'est pas de l'angélisme, même s'ils s'en défendent. Je voudrais être de ces parlementaires qui soient dans une opposition, si possible une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui ferait une cohabitation, mais sincèrement je n'ose plus l'espérer, même si je me bats pour ça, parce que les sondages aujourd'hui nous donnent une cohabitation devient fort improbable. Ça n'empêche que sur le terrain, il faut continuer à se battre, à espérer. Et s'il n'y a pas de cohabitation, il faut qu'il y ait des parlementaires d'opposition qui tiennent leur équilibre face à un président de la République qui est socialiste, à un président du Sénat qui est socialiste, au président de région qui tiennent 99% des régions. 65% des départements sont tenus par les socialistes et les maires des grandes villes sont également socialistes. Il me semble qu'il est important que l'Assemblée nationale tienne le coup pour défendre les valeurs que je viens d'indiquer, et il y avait bien d'autres encore. On pourrait parler de la santé qui nous est chère, Daniel. On travaille beaucoup sur ce sujet-là. Nous sommes passés, mon cher Régis, voir avec son adjoint les médecins de vente, parce qu'il s'est trouvé que les médecins de vente, ce sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la zone à risque. L'ARS, l'Agence régionale de santé, Daniel siège à l'ARS, elle siège au conseil régional, elle a une capacité sur ces domaines-là, puisque la santé fait partie de la compétence que lui a déléguée Jean-Pierre Leleu. Elle s'occupe de l'hôpital de Grasse et elle travaille sur ces programmes de médecine à Paris. On met le CHU, on met l'hôpital en relation avec les médecins ruraux via le haut débit, via l'Internet. Un travail sur lequel il faut aujourd'hui continuer d'arracher pied, ce que le Conseil général fait d'ailleurs depuis des années, et les résultats sont bons. J'aimerais bien qu'au niveau du législateur, nous puissions transposer cette nécessité de la transformation du métier de médecin. Simplement, les médecins qui sortent de la fac de médecine n'ont pas envie de s'installer en tant que médecin libéral. Ils préfèrent aller dans les laboratoires pharmaceutiques, ils préfèrent aller dans des cliniques, ils préfèrent aller
dans bien des services qui leur garantissent un salaire qui est tout aussi élevé que s'ils étaient des médecins libéraux, qui en même temps font qu'ils ne sont pas sur le pied de guerre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en étant isolés dans leur coin de montagne. Moi, quand je dis avant, c'est une zone arrive, pour moi, la zone sur laquelle je suis, à Lyon, c'est partie de ce qu'on qualifie la désertification médicale. Je ne dis pas que cette désertification progresse, puisqu'on se bat pour la faire régresser. Et qu'on a quelques avancées sur le sujet, mais il faut continuer parce que le métier est en train de changer. Donc, la santé amène à la dépendance, de la dépendance dont il faut s'occuper. Et là, je n'ai rien entendu sur la dépendance. Pourtant, il y a là un domaine sur lequel je serais prêt à concéder des dépenses publiques, même importantes, parce que sur la dépendance, il y a lieu vraiment de s'occuper de tous ceux qui ont un handicap dans la vie, que ce soit un handicap mental, que ce soit un handicap physique, et qui méritent, qui nécessitent qu'on les aide, mais surtout qu'on aide aussi leur entourage. Combien de familles n'arrivent plus à faire face au soutien qu'ils doivent apporter à leurs proches, parce qu'ils ont soit leur profession qui les tient et qui les retient, soit tout simplement l'impossibilité pour eux-mêmes d'être 24 heures sur 24 sur 24 sur le pont, parce que les choses sont difficiles à gérer. Voilà un peu tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me tient à cœur. Et puis les symboles de la République. Deux mots quand même là-dessus, parce que il est important, même si je ne veux pas vous tenir trop longtemps ce soir, vous m'avez déjà entendu, bien que j'ai le plaisir de revoir ce soir, monsieur le maire, cher Régis, chers amis, de nouveaux spectateurs, donc j'en profite un peu pour vous dire qu'il y a dans ces moments importants les symboles de la République. Les symboles de la République avec la Marseillaise. On avait mis stop et fin au fait que la Marseillaise soit constituée dans les phases de au symbole de la République, comme le drapeau français, dont le président départemental, Jean-Pierre Coteau, m'avait alerté à un moment donné en me disant, Charles, j'ai été parlementaire à l'époque, c'était en 2009 ou 2010, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? J'ai dit non. Je me dis, mais la FNAC a organisé un concours photo, ils ont primé une photo d'un jeune photographe qui a été primé avec une photographie qui représente un jeune homme en train de s'essuyer de derrière avec le drapeau français. Je peux vous dire que j'avais été à l'époque horrifié. J'avais écrit au Premier ministre, d'ailleurs certains de mes collègues m'avaient dit, voilà, c'est pas l'affaire du Premier ministre, tu as frappé bien haut. J'avais bien fait de frapper bien haut, parce que ça avait été boule de neige et un certain nombre de parlementaires avaient suivi ma démarche, et nous étions arrivés par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur à faire condamner la FNAC à présenter ses excuses et condamner l'auteur de la photo pour que le mépris du drapeau français s'arrête. Mais il faut sans arrêt remettre sur l'ouvrage, sur le métier. Regardez ce qui s'est passé le soir de l'élection du président de la République, sur la place de la Bastille. Je ne me tiens pas pour responsable de cela, mais quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser filer. Il y avait ce soir-là un certain nombre de drapeaux, nigériens, tunisiens, algériens, syriens, libanais, il y avait des Côte d'Ivoire, il y avait des drapeaux d'un peu partout dans le monde. Tant mieux. La France est une terre d'accueil. Mais il aurait fallu qu'il y ait les 90% de drapeaux français qui entourent tous ces drapeaux étrangers. Or, il n'y en avait pas un. Et le seul qui a été lancé, c'est celui auquel on a mis feu. Et que dit Mme Taubira? L'auteur de ce geste ne sera pas puni parce que c'était un soir de diète et c'était un soir de fête. Mais je suis désolé, il n'y a rien qui peut excuser une telle action, un tel mépris qui me rappelle. Qui me rappelle des actes qui derrière glissent et les dérivent. Je dis avec Georges Dessalou, avec qui nous avons été en contact au moment où les tombes des harkis qui ont défendu la terre, les tombes du carré musulman à Carrosse, a été profané. Bon.
on se bat contre ce genre de mépris, contre ce genre d'action, contre ce genre d'incivilité qui est dans la même droite ligne du carjacking ou du hold-up ou du braquage en main armée. Il faut ne rien laisser dériver. Et quand on parle de communautarisme religieux, je me parle là aussi, je fais tout ce que je peux pour être l'interprète avec les imams en place, avec l'évêque de Nice, avec tous ceux qui peuvent à un moment donné faire en sorte que nos communautés vivent bien. Mais là, je ne suis pas d'accord, c'est sur ce qui est proposé et qui va nous être amené sur les bancs de l'Assemblée nationale, très vraisemblablement, en laissant et en donnant le droit de vote aux étrangers. Attendez, il faut arrêter. Ceux qui veulent devenir français apprennent à lire, à écrire, à respecter les us et les coutumes, à être sur le territoire national pendant de nombreuses années, et ils peuvent devenir français. Et ils demandent la classe sur moi-même, parce que j'en ai été le témoin à une remise de diplôme par le sous-préfet de Grasse, où ces gens-là viennent de la Darnavelle, jurant de respecter les règles françaises, et en remerciant, en se mettant à genoux, parce que ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans qu'ils attendent de cela. Ils peuvent l'obtenir, et ce jour-là, eh bien, ils obtiennent le droit de vote, mais nous ne leur donnons pas. Comme le disait si bien le sénateur Leleu, on va voir émerger ici des communautés qui vont venir prendre telle ou telle commune parce qu'en se regroupant entre étrangers, ils arriveront facilement à prendre une commune de 100 habitants, 200 habitants. Et il y a une autre forme de communautarisme qui va se monter. Je n'en veux pas. Alors, vous aurez compris qu'il y a dans mon propos de la tolérance. J'estime être quelqu'un de tolérant, mais j'estime qu'il faut de la rigueur. J'estime qu'il faut de la rigueur face à la loi. On ne peut pas relâcher les prisonniers par anticipation quand ils n'ont pas fait la peine correctement. Là aussi, savez-vous que celui qui a fait le braquage au salon de torture, c'est un prisonnier dont on sait très bien aujourd'hui qu'il a coupé son bracelet. Donc, c'est un prisonnier en vie. Il y a 20 000 places de prison qui étaient prévues à la construction par M. Fillon, par son gouvernement. Il y a 80 000 personnes condamnées aujourd'hui en France qui sont en attente d'application des peines. Des gens qui attendent pour rentrer en prison parce que nous n'avons pas de place de prison. Vous allez me dire que j'en ai appris Mme Fédéan, mais c'est la seule que j'ai entendue s'exprimer sur ces sujets-là. Elle nous propose de libérer les prisonniers par anticipation pour bonne conduite, pour bonne tenue, pour mettre sur quoi y rentrer. Ou de transformer les peines de prison qui ont été prononcées par des tribunaux en travaux d'intérêt général. Et attendez, si les tribunaux et si les juges avaient dû condamner ces gens-là à des travaux d'intérêt général, ils l'auraient fait, ils ne l'auraient pas condamné à des peines de prison. Donc on n'a pas le droit aussi de commuer des peines sans qu'il y ait une facilité de faire par décision du gouvernement ou du président de la République. Alors si je vous dis tout ça, vous aurez compris que je ne souhaite pas que le candidat socialiste soit élu parce qu'il est porteur des couleurs vertes, parce qu'il ne revendique plus l'étiquette PS. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est devenu le candidat électif par le PS, au début il était PS, il ne l'est plus. Et puis, il revendique malgré tout son appartenance à M. Hollande, mais ce dont je suis sûr, c'est que s'il est à l'Assemblée nationale, il votera tout cela. Et plus encore. Il sera dans cette ligne-là. Alors qu'il n'est pas de la deuxième circonscription non plus. M. Astieri est le maire de Montsartou. Et à ce titre-là, il aurait pu aller se présenter contre Mme Tabarot, qu'il a déjà affronté par 3 fois, il a gagné une fois, il y avait une division à droite. Comme quoi les divisions à droite ne portent bonheur à personne. Et les 2 autres fois, il avait été battu. Là, il vient sur une circonscription qui est la plus grande du département, 72 communes, 40% du territoire des Alpes-Maritimes, qu'il faudra parcourir. Je peux vous dire que c'est sportif. Je peux vous dire qu'il faut monter une grande voiture sous peine de ne pas être présent auprès des populations.
Je suis à plus de 80 000 km par an sur ces 3 dernières années. Et on a mis à plus de 1500 km depuis le début de la campagne électorale. Donc, je dis 15 000 km depuis le début de la campagne électorale. Donc, 1500, c'était une promesse de santé. Autant dire que je souhaite vraiment qu'il y ait un député de la 2 sur la 2 et qu'il soit partie prenante. Si je vous dis ça, c'est parce que, et je vous invite à lire Nice Matin demain, il y a un sondage à paraître, qui confirmera les propos que j'ai tenus jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'ai le sentiment vraiment que vous me portez, que vous m'aidez, et qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'une compétition n'est jamais gagnée. Vous pouvez partir en pole position, vous n'êtes pas sûr d'être sur la ligne d'arrivée quand le grand prix d'Elisabeth, donc il faut, jusqu'au dimanche soir du deuxième tour, être mobilisé, être vigilant et être présent pour porter ces messages-là et ne rien laisser au hasard. Mais vous avez le lead dans la triangulaire possible qui me mettrait en grande difficulté sur le deuxième tour. J'en suis convaincu. Alors, la triangulaire aujourd'hui, je pense qu'elle peut être évitée. Elle peut être évitée si un certain nombre de ceux qui sont allés voter chez Mme Le Pen, au présidentiel, je prends pour ça la référence du résultat du premier tour de l'élection présidentielle, ou même un sondage qui est monté à une hauteur inconnue jusqu'alors. Le Parti communiste représentait 1,5 point. M. Mélenchon a fait ressurgir de ses cendres avec le front de gauche qui est monté à une hauteur parce que M. Mélenchon est un tribun, parce que c'est un animal politique qui a fait parler de lui dans les médias plus que quiconque pendant cette élection présidentielle. Mais moi, on voit dans la montée du Front National et du Front de gauche des électeurs qui sont nos électeurs traditionnels, qui ont perdu confiance et qui ont été conquis par une certaine presse, par une certaine rumeur qui a laissé penser que nous n'avions pas fait ce qu'il faut pour combattre la crise. Alors que moi je reste convaincu que si nous n'avions pas fait ce qu'il faut, nous serions peut-être à l'état de l'Italie ou de l'Espagne. Or nous sommes dans un état aujourd'hui bien meilleur, qui nous permet malgré tout d'espérer et d'avancer et de continuer à nous battre. Donc un certain nombre qui étaient chez nous sont partis excédés, irrités. J'en appelle à leur retour. Dès le premier tour, c'est important, c'est capital pour ne pas laisser passer le candidat de gauche. Alors, si vous le voulez bien, avec votre soutien, avec votre mobilisation dès le premier tour, je vous remercie par avance et sachez que si je peux compter sur vous, vous pouvez compter sur moi.